voici le moment, hey, j'aurais choisi de parler, c'est le moment, hey, hey, c'est le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de bénir. Voici le moment que Dieu a choisi de vous bénir. Voici le moment, Dieu a choisi de bénir. C'est le moment. Hey, hey. Laka laka shake. Ayi awo, lambatan yi awo. Ayi awo, lambatan yi awo. Ayi awo, wo wo wo. Lambatan yi awo. Yi awo. Depuis longtemps tu cherches un enfant. Depuis longtemps tu cherches ton miracle. Tu as pleuré. Voici le moment, moment. Voici le moment. Voici le moment. Hey. Voici le moment. Voici le moment. Hey. Voici le moment. Voici le moment. Dieu a prévu t'exaucer. Nambatangi yawo. Cho. Ah, Yesu nanuma, la nanuma, yeah. Oh, Yahweh nanuma, Marie nanuma, kakoyago. Negluwe aji yawo, lambatangi yawo. Mon didi, batangi yawo. Bonjour à tous, soyez bénis. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Merci au chantre El Josaphat qui vient donc de nous gratifier de cette très belle prestation. On prendra langue avec lui avant la fin de cette émission. Émission qui s'annonce riche en contenu. J'espère que vous êtes installés confortablement parce que sans transition aucune, nous y allons. On va démarrer tout de suite avec Yves Aymar. Quand on le voit, on pense tout de suite clash musical. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de te recevoir pour parler donc de cette grande émission de vacances, le clash musical. Tu n'es pas venu seul. Nos artistes vont faire leur entrée, ils arrivent. Ceux qui vont s'affronter, on va dire, pendant la première demi-finale. Première demi-finale. Déjà, bonjour aux téléspectateurs de RTI2. On profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fête de l'Assomption. Et notre présence sur ce plateau est requise pour annoncer la première demi-finale de ce grand événement, de ce grand programme dénommé Clash Musical qui opposera la musique Zouglou aux comédiens, chanteurs, entendeurs, humoristes. Ce qu'il faut rappeler, c'est justement cette affiche-là, c'était la finale de l'édition dernière. Donc, c'est une finale avant la lettre, si on peut le dire ainsi. Donc, on est là encore une fois sur ce plateau pour réitérer notre invitation à l'endroit du public, de la jeunesse ivoirienne qui se mobilise toujours pour cet événement. On est là pour leur dire que le clash, la première demi-finale de ce programme aura lieu lundi prochain, lundi 19 août à partir de 14 h. C'est toujours à la place Figayo de Yopougon, mise en place 13
15h et on aura à cœur de leur apporter beaucoup d'effervescence en ce qui concerne ce programme. Alors, le clash musical, pour avoir vu quelques manches, le public est toujours au rendez-vous, hein, oui, et de plus en plus nombreux. Oui, on a affaire à une marée humaine. C'est un public assez effervescent, si je peux m'exprimer comme ça, qui se trouve sur le site de la place Figayo de Yopougon. Est-ce que vous arrivez à estimer le nombre de participants? Non, d'autant plus que... Je fais un peu la comparaison avec le Palais de la Culture, la plus grande salle, pardon, la 4000, mais il y a plus de monde qu'à la 4000. Hein. Oui, si on peut voir ça comme ça, parce que la différence avec le Palais de la Culture, c'est qu'il y a des places assises qu'on peut compter, donc estimer à combien de personnes il y a. En ce qui concerne la place Figayo, c'est une place libre et la place même se veut déborder. On a même du public hors... D'autant plus que l'entrée est libre. L'entrée est libre. Oui, mais bien sûr, les comédiens sont là. Et tu vois, les gens n'ont pas le choix. Il arrache la parole. Voilà, oui, carrément, ça c'est l'expression, il arrache la parole. Coro à bout. Voilà. En ce qui concerne les comédiens, chanteurs, humoristes, qui ont une revanche à prendre, il faut le dire. Il faut rappeler qu'ils ont battu les chantres. Oui, ça c'était petit à fait. Même je pense bien que les chantres continuent toujours de nous accompagner parce que la preuve est que le monsieur il est en train de chanter tout de suite. Dit le moment est arrivé, Jésus a choisi de vous dire de plier vos bagages. Ça c'est les Zouglous. Voilà, il faut reconnaître. Voilà, c'est comme ça. La musique Zouglou aussi ne sera pas en reste. Avec moi ici, Gus Gervais, représentant de cette culture musicale, qui va peut-être dire un mot rapidement. Juste inviter tous les zouglouphiles d'être présents ce lundi à 15h. Ah, vous continuez de les inviter? Pour nous, ils sont déjà là. Ils même nous appellent pour dire, les gars, on est déjà presque arrivés. Aux humoristes que c'est les mêmes artistes qui vont affronter. Ils savent ce qui s'est passé l'année dernière. Justement, l'année dernière, on a dit que c'était l'affiche de la finale. Comédien, chanteur contre Zouglou. Qui était vainqueur? Les Zouglous. Oui, mais quand on dit vainqueur sur quel plan? Vainqueur sur quel plan? Dans tous les cas, oui, je crois que je vais intervenir. Nous avons deux présidents ici. Vous savez, nous appelons la population, on se donne rendez-vous à Boaké. On ne parle plus d'Abidjan. Abidjan, c'est déjà Nanoué. Voilà. Président, pas nous, Chimène. C'est clair. C'est pour vous dire que je suis fan des humoristes. Voilà. Je suis un jaillit de... Voilà. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait venir mon homologue, M. Paul Billard. Paul, vas-y, gâte le coin. En fait, je suis très content de me retrouver cet après-midi ici. Et vous savez, le Zouglou tire son essence de l'humour. Voyez-vous, et vous savez, dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Jamais. Donc, c'est les humoristes qui vont continuer de régner. Et mon homologue m'a invité spécialement à assister au décès, aux funérailles, n'est-ce pas, des Zougloufis. C'est clair. Donc, je suis habillé tout de noir, n'est-ce pas, pour célébrer, n'est-ce pas, leurs funérailles. Merci. Alors, les humoristes ont eu pas mal de temps pour s'exprimer, les artistes pas mal de... Mais ils n'ont rien à dire, ils vont dire quoi? Coro à bout. Ils n'ont rien à dire, on est les seuls où nos fans sont à Boaké, ils nous disent venez, on est réservé. Alors pour finir, on va écouter l'appel. On n'a rien à dire parce que c'est sur le terrain qu'on voit. C'est sur le terrain qu'on voit la réalité. C'est ça, c'est pas la même membre d'Igiré, hein. D'accord, alors Yves-Emma. Le Zouglou aussi aura des acteurs, voilà. On aura Petit Denis. Oh, pardon, arrête ça. Des poids lourds, on va dire, des poids lourds de part et d'autre. Donc, constellation de stars en ce qui concerne ce programme. On répète la date, lundi 19 août, l'enregistrement de cette première demi-finale opposant la musique Zouglou aux comédiens chanteurs. On vous invite nombreux. Dernière information, Eva, avant de se quitter, on rappelle que la dernière manche de ce clash musical opposant la musique reggae au hip-hop sera diffusée ce samedi à partir de 10h sur les antennes de RTI1. Voilà. Dernière manche, c'est lundi. Eva, rapidement, j'étais avec le Koro Djabé. Il parlait de Zouglou. Voilà. Il dit, écoute, Malada Moyeno, je rappelle que les humoristes, ce sont les meilleurs. Okay. Donc, il faut qu'il reste tranquille. Et puis, il a fait péter à Capella. J'ai toujours dit, il ne faut pas mélanger les gens. C'est comme ça, c'est pas ça, on n'a pas tapé, non? Ok, donc on va rappeler l'information à retenir. Donc, déjà lundi, enregistrement de la première demi-finale en compétition. Donc, les Zouglous contre les comédiens chanteurs. Et puis, là pour le moment, je parle. Et puis, samedi 10h, diffusion de la dernière manche éliminatoire qui opposait donc le hip-hop et le mélanger. Super. Merci beaucoup.
Les humoristes, ce sont les dinosaures. Merci à vous. Merci. Alors, juste le temps pour nous de nous séparer de vous. Bien fait. On va introduire donc Miss Edith Brou qui était subjuguée, qui prenait même des photos. Alors, ce sera donc jingle culturel et on se retrouve tout de suite après. Voilà, quand le clash est là, il y a toujours de l'animation sur le plateau. Edith Brou, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. Alors, tu nous as manqué la semaine dernière, tu n'étais pas présente, Dieu merci, tu es de retour. Je suis là. Et il y a 2 semaines, donc, on avait parlé de sécurité informatique. Alors, quand on parle de sécurité liée, à l'utilisation d'Internet, c'est parce qu'il y a des risques. Et aujourd'hui, on a décidé de marquer l'arrêt sur les risques liés à l'utilisation, donc, d'Internet. Voilà. Donc, c'est vraiment, on a parlé la dernière fois de sécurité informatique. Donc, comment protéger ses mots de passe et tout, comment faire attention à ses données bancaires. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation au quotidien, surtout des réseaux sociaux. C'est simple, c'est facile à utiliser. On reste en contact avec ses amis, avec c'est gratuit, c'est de plus en plus accessible. Avec le monde entier, mais il y a des choses simples à savoir pour éviter de se retrouver dans des mauvaises situations. Je vais juste commencer par, pas une information pour effrayer, mais savoir qu'il y a un géant américain qui collecte des informations sur des individus, en fait. Et en fait, on peut, par exemple, à partir d'un like, pouvoir... Donc un j'aime sur... Un j'aime sur Facebook, pouvoir déterminer à partir de vos j'aime sur Facebook, par exemple, vous êtes de quelle orientation sexuelle, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous aimez, votre profession, bref, juste à partir d'un like. C'est une étude que l'université de Cambridge a menée il y a quelques mois pour voir en fait comment le fait de cliquer sur le bouton j'aime de Facebook peut paraître anodin, peut être très révélateur. Qu'on apprécie, voire pas, mais pour faire bien, ou on met juste un j'aime, mais c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence en fait. Donc, je ne veux pas vous dire de ne pas cliquer j'aime. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est à hauteur de votre importance. Si vous n'êtes pas un personnage, un président, ou vous n'êtes pas connu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire pas ce que vous voulez, mais vous pouvez aimer ce que vous voulez. Aimer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, pour en revenir au danger, au risque qu'on encourt en fait, il y a diverses manières en fait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ce que vous dites dans certains pays peut être retenu contre vous maintenant. Par exemple, sur Facebook. Donc, je prends le cas d'un employeur qui, en 2012, a été renvoyé parce qu'il a critiqué... Un employé qui a été, aux États-Unis, qui a critiqué en fait la politique de son entreprise ouvertement sur Facebook. Donc, la justice... Devant le tribunal, la justice a estimé que s'exprimer sur Facebook constitue en fait un élément, en fait, une raison pour pouvoir justifier en fait, un élément à charge en fait. Donc, il faut faire très attention. Il y a 11 façons de se faire virer. Donc, sur Facebook, critiquer son employeur. Donc, critiquer son employeur, critiquer son employeur. Je prends le cas, par exemple, d'un employé d'une compagnie aérienne qui a critiqué l'organisation qui paie son salaire parce qu'il trouve que ce n'est pas acceptable. Donc, c'est délicat. Ça dépend de l'entreprise qui vous emploie. Donc, si ils considèrent que mêler la vie privée, votre vie privée sur les réseaux sociaux, à votre vie professionnelle, il y a une différence en fait, il n'y a pas de problème, mais c'est délicat. Ensuite, dire en fait sur Facebook que votre métier est ennuyeux, que je n'aime pas mon travail, critiquer et tout, ça peut également être très, très, très délicat pour vous. Même en dehors même de se retrouver devant un tribunal avec son employeur, même dans l'entreprise avec vos collègues, ça peut être délicat. Parce que souvent, on ajoute ses amis donc, sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont accès, bien évidemment. Ils ont accès, voilà. C'est vraiment faire attention aussi à qui on ajoute comme ami. Si vous ajoutez votre employeur sur votre compte Twitter ou votre compte Facebook, sachez que vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez également. Donc, je prends par exemple le cas d'une employée britannique qui... a publié en fait que son employeur voulait mettre fin à son contrat parce qu'il trouvait qu'elle ne se donnait pas à fond. Mais il n'a pas attendu, automatiquement il a renvoyé. Donc je prends également le cas par exemple de dévoiler des informations sensibles. D'accord. Par exemple concernant un client ou autre chose, il y a un agent de police à Atlanta qui a été licencié parce qu'il a donné des informations sensibles sur son boulot sur Facebook.
Il était même, police, voilà. On imagine que ça peut être assez sensible. Très sensible. Et en plus, ils ont découvert que dans ses amis Facebook, il était copain avec d'anciens détenus qui étaient sortis de prison, mais ils étaient copains. Bon, la relation peut être délicate, on ne sait pas, peut-être qu'après ils se sont repentis et tout, de fil en aiguille, ils ne savaient pas qu'ils étaient des anciens détenus, mais ça pose problème. Donc il faut vraiment faire attention à ces contacts, se renseigner même sur eux avant de les ajouter également. Je prends également les commentaires racistes, homophobes, xénophobes et tout ça. Tout ça, ça peut être très très délicat. Et je veux revenir également sur les cas de faux profils. Oui. Les faux profils. Si vous avez un ami qui vous fait une seconde demande d'amitié, alors que vous êtes toujours amis sur Facebook, sur le premier compte, il faut faire vraiment attention. Je prends le cas, moi-même mon cas que j'ai vécu, j'ai découvert en fait qu'il y avait un faux profil de mon compte qui circulait sur Facebook. Et pareil pour moi, j'ai également un faux profil. Il y a une Eva Mani qui n'est pas moi du tout. Qui utilise tes photos, qui utilisait mes photos et qui avait des amis. Oui, tout à fait. Et on ne sait pas ce que cette personne-là peut faire avec ce faux profil, demander de l'argent. Parce que tout le monde n'est pas censé savoir que ce n'est pas vous. Exactement. Donc, la personne peut répondre sans problème aux messages et tout, et vous dites que vous avez affaire à la personne alors que ce n'est pas elle. Elle peut vous extorquer de l'argent et tout, et finalement, s'il y a un problème, dans la vie réelle, vous allez vous retrouver devant moi ou devant toi, ah, j'ai eu un problème et tout. Donc, il y a de faux profils. Je prends même dernièrement, il y a eu le cas du père Norbert Abécan. Un faux profil circule de lui, et je pense qu'ils ont passé l'information sur les réseaux sociaux pour informer tout le monde que c'est un faux profil et qu'il faut faire vraiment attention. Donc, c'est vraiment très délicat. Faites attention aux gens que vous ajoutez sur les réseaux sociaux. Parlez toujours des faux profils. Est-ce qu'il y a une façon de détecter un faux profil? Est-ce que il y a surtout la date de naissance. La plupart des faux profils, en fait, ne font pas attention à ces données-là. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'âge de naissance, la plupart des faux profils qu'on a retrouvés, ils mettent 2013, c'est-à-dire l'année en cours. Oui. Attends, quelqu'un ne peut pas être né en 2013 et puis il est déjà sur Facebook. Il est déjà sur Facebook, il y a un problème. Donc, c'est des petites déformations comme ça qui peuvent vous alerter. Par exemple, vous pouvez constater que sur son profil, il n'y a pas de commentaires, en fait. Il n'y a pas de vie, en fait, d'animation sur ce profil. Il n'y a que des photos qui sont publiées. Des fois, c'est des photos de la personne dans diverses positions, mais il n'y a pas d'échange, en fait, entre la personne et ses amis. Donc, ce genre d'information peut déjà vous alerter. Et même dans les messages, avec les messages que vous allez échanger avec cette personne, vous allez vous rendre compte que forcément, ce qu'elle vous dit dans la vie réelle et ce qu'elle vous dit par message privé ne concorde pas vraiment. Donc, facilement, vous pouvez vous rendre compte de ça. Donc, faites attention. Le meilleur moyen de vérifier que vous avez un faux profil, c'est vous-même de taper votre nom et de voir en fait tous les noms qui Parce qu'on a des homonymes, bien évidemment. Il y a des homonymes, forcément. Il y a des homonymes, on ne retrouvera pas notre photo sur ces profils-là. Exactement. Et comme j'ai dit, il y a certains critères en fait qui vont vous permettre de savoir que ce profil-là est un faux profil de vous. Donc, tapez juste votre nom sur le réseau social que vous utilisez et regardez les différents profils pour voir si c'est soit un homonyme ou mais si ce n'est pas un faux profil que quelqu'un utilise de vous. Est-ce que ces faux profils-là sont utilisés pour arnaquer en général? Exactement. Donc des arnaques à l'amour ou même aux assurances, aux fortunes considérables qui tombent du ciel en disant voilà, je suis héritière d'un roi du pétrole qui est décédé, malheureusement, ma belle famille ou ma famille veut me destituer de mes biens, etc. Me déshériter, tout ça. Donc, oui, c'est pareil dans les emails. Pareil, voilà. Tu reçois un message qui peut être alléchant. Oui, je suis le fils d'un ancien président et j'ai une fortune qui est bloquée dans une banque en Suisse. J'ai besoin de toi pour pouvoir m'aider à débloquer. Donne-moi 1 million, ça sera vite fait. Je te donne 50 millions parce que j'ai 10 milliards dans mon compte et tout. Tu ne perdras rien et tout. Et puis, de fil en aiguille, de 1 million à 200 000, à 100 000, mais tu te retrouves à donner toute ta retraite à un parfait inconnu. Je prends le cas également, un cas très grave qui s'est passé en 2012. Et c'était le blog de Yeni Gigi qui avait relayé l'information. Il y avait une jeune Nigériane, en fait, qui avait été assassinée. En fait, elle avait des amis Facebook, donc avec qui elle échangeait. Et elle partait acheter des vêtements dans la ville où se trouvaient ses amis. Donc, elle a fait appel à eux, ils se sont retrouvés. Et après, on n'a plus de nouvelles de la demoiselle. Pendant un mois ou deux, il y a eu des recherches qui ont été menées et tout. Et après, c'est plus tard qu'ils ont trouvé la trace, en fait, dans un hôtel.
On a su qu'elle était passée par là et après on a pu retrouver son corps. Malheureusement, c'était trop tard parce qu'elle avait fait par des amis en griffe Facebook. Par des amis en griffe Facebook qui avaient abusé d'elle, qui pensaient qu'elle avait de l'argent parce qu'ils ont déclaré en fait qu'ils pensaient qu'elle avait de l'argent. Parce que sur son profil, ils voyaient un peu qu'elle avait des parents qui avaient de l'argent, qui étaient riches et tout. Et donc, ils se sont dit, voilà, on va l'attirer vers nous et puis on va lui soutirer de l'argent. Quand elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent sur elle, ben, ils se sont défoulés. Après, ils l'ont étranglée et puis ils ont quitté l'hôtel, ils ont laissé le corps. C'est l'occasion ici de rappeler toutes ces mesures de sécurité. On en parle, mais c'est très important, d'autant plus que, encore une fois, nos jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux. On rencontre des gens qu'on croit connaître parce qu'on peut discuter avec eux pendant une année. Oui. On a l'impression d'être proche d'eux, mais finalement, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, on se donne rendez-vous, on se rencontre quelque part sans même prendre la peine d'informer un parent ou un ami en disant « je vais rencontrer telle personne ». Donc, on ne sait pas où vous êtes finalement, ça arrive, vous disparaissez dans la nature. Exactement. Et il n'y a aucune trace pour vous retrouver. Donc, il faut être très vigilant. Il y a beaucoup de chercheurs de femmes, de chercheurs de garçons sur Facebook. Exactement. Vraiment, soyez… Ou bien des malades mentaux. Oui, soyez très vigilants. Les petits sites, les petits groupes d'achat en ligne, d'achat de particulier à particulier sur Facebook ou bien un autre réseau social. Vous ne connaissez pas la personne. Un parfait inconnu qui vous donne rendez-vous pour vous vendre un téléphone. Ok, le téléphone est joli, bien l'ordinateur est joli. Vous vous retrouvez, vous donnez rendez-vous à telle heure, dans tel endroit. Vous donnez rendez-vous à 23h. Sachez que c'est un risque, mais majeur que vous prenez. Par exemple, un ordinateur tout neuf, on vous dit oui, c'est une occasion, on vous le fait à 150 000, 200 000 francs, vous savez pertinemment que ce n'est pas le prix. Et on vous donne rendez-vous la nuit dans un endroit sombre. Vous partez plein de bonne volonté en disant je vais faire l'affaire du siècle. On s'expose. On s'expose et c'est délicat. Vraiment, comme on dit, tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites pour être retenu compte, peut être retenu contre vous sur les réseaux sociaux. Donc, comme j'aime à le répéter, c'est chacun d'entre nous, la personne lambda, l'individu lambda, en fait, qui est maître de… Qui doit faire la police. Voilà, qui est maître de sa réputation en ligne. Donc, en dehors des cas, des risques, il y a également le bon côté d'Internet. Donc, il y a le côté positif où, par exemple, je prends le cas d'un Chinois, un jeune Chinois qui a retrouvé, à 23 ans plus tard, sa famille grâce à Google Maps. D'accord. Donc, en fait, il avait été enlevé, il avait été kidnappé quand il était petit. C'est des cas courants qui arrivent là-bas quand il avait 5 ans. Il était sur le chemin de l'école et il a été kidnappé. Donc, à cette époque, il ne savait pas, on l'a enlevé à 1000 km de son logement, donc pouvoir retrouver sa ville. À 5 ans. À 5 ans, retrouver le nom de sa ville, où il était, de ses parents. Le seul souvenir qu'il avait, en fait, c'est qu'il y avait 2 ponts qui reliaient, en fait, sa ville, en fait. Donc, sa ville était séparée par une sorte de presqu'île, en fait. Donc, c'est grâce, en fait, plus tard, à ce souvenir, en fait, des 2 ponts, en menant des recherches, en allant sur les sites, par exemple, d'enfants disparus. Et avec le développement d'Internet en Chine, au fur et à mesure, il a essayé, avec ce souvenir-là, de se rappeler et de pouvoir aller sur la cartographie de Google Maps pour essayer de retrouver le village où il avait été enlevé et avec ses parents qui sont là, qui les a retrouvés. Et il y a également une très belle histoire également de dons d'organes en fait que Facebook permet, c'est-à-dire pouvoir sauver des vies. Donc si par exemple vous voulez vous porter donneur. Voilà, donneur d'organes par exemple, vous pouvez le faire et sauver des vies en temps réel. Donc il y a forcément le mauvais côté, mais il y a aussi un bon côté. Et ce mauvais côté ne doit pas effacer, occulter complètement le côté positif. Exactement, le côté positif. Il y a toujours un bon usage. Très bien. Alors, on va finir avec les news d'Edith Brou parce que tu as quelques informations pour nous concernant toujours Internet. Donc, on va parler du plan comptable. Tous les comptables utilisent ce plan comptable qui s'appelle OHADA, donc qu'on étudie à l'école. Il est maintenant disponible en version numérique. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur Google et taper plan comptable OHADA en version numérique. Vous pouvez l'acheter en ligne, il est disponible. Il y a également une polémique entre Bill Gates et Microsoft. En fait, Bill Gates critique en fait Microsoft sur le fait que Google veut donner en fait Internet gratuitement avec des ballons. C'est ce qu'on appelle le projet Loon en fait. Donc, Bill Gates en fait a dit que pour lui, ce n'est pas des ballons dont les pauvres ont besoin en fait.
Donc, il dit en fait que ce dont ces personnes qui sont dans un endroit reculé du monde, de donner l'Internet en fait, gratuitement. Toutes les populations dans les zones retirées en Afrique en fait. C'est un projet très louable, moi je trouve également. Il n'y a pas de routeur, il n'y a pas de... Grâce au ballon, on pourra se connecter. Donc à Béoumi ou à Congobo par exemple. À Congobo, dans mon village, il y a Internet. Ça a vérifié. Ça a vérifié café là-bas. Donc en fait, il trouve en fait que ce projet qui a été annoncé ne va pas forcément apporter quelque chose d'intéressant. Ce que les Africains ont besoin, c'est plutôt des vaccins contre la malaria. On a aussi droit à l'information. Moi, je trouve que la polémique, si on parle de ce débat-là, au lieu de donner directement le poisson à celui qui a faim, autant lui montrer comment pêcher. Moi, je me dis que l'Internet peut aider à créer des emplois. La dernière fois, on avait parlé des nouveaux métiers du web et comment ces nouveaux métiers vont aider à résorber le chômage en Afrique et dans nos pays. Donc, OK, il faut toujours apporter de l'argent pour soigner, pour des campagnes de vaccination et tout. C'est bien, c'est louable, mais je trouve que c'est quand même louable de pouvoir permettre à des populations qui sont dans des zones reculées, très enclavées, de pouvoir avoir accès à Internet et de pouvoir s'ouvrir au monde, pouvoir sortir de la pauvreté par ce moyen. Parce que derrière, si ces populations, par exemple, qui cultivent des denrées alimentaires, qui cultivent des plants et tout, peuvent les exporter et les vendre grâce à Internet. Mais c'est louable, ils sortiront de la pauvreté, ils pourront acheter des moustiquaires eux-mêmes sans avoir besoin d'assistance. Tout à fait. Donc c'est la polémique de la semaine. C'est la polémique de la semaine et vous pouvez continuer le débat chez vous, mais moi je suis pour, comme on dit, permettre à ce que les gens puissent avoir Internet et pouvoir se sortir eux-mêmes de la pauvreté. Alors pour finir, on a dit les 10 mots de passe les plus utilisés sur Internet. Oui. Il faudra faire très attention. On a parlé de sécurité la semaine dernière, des mots de passe. Il ne faudrait pas en faire des trop simples. Je parlais même de phrases de passe finalement. Oui. Donc on va vous donner les 10 mots de passe les plus utilisés. Si vous les utilisez déjà, ça veut dire que vous devez changer. Voilà. Par exemple, les noms d'animaux, on a forcément eu son premier chien, son premier chat, ou bien son chat qu'on adore et tout. On se dit que personne ne connaît, en dehors de peut-être le père ou la mère, personne ne connaît le nom de mon chat et tout. Donc, il y a le premier. Il y a les dates importantes comme les anniversaires de mariage, ou bien l'anniversaire tout court. Voilà, on donne son anniversaire directement. Le prénom des enfants. Donc, on a l'habitude aussi de donner directement le prénom des enfants. Le prénom d'un autre membre de la famille. Le lieu de naissance également, la période de vacances ou les jours fériés qu'on préfère, et puis Noël, Pâques et tout ça, et puis un mot relatif à l'équipe sportive qu'on aime. Donc, si on aime tel club, à chaque fois, les éléphants, voilà. Et puis le nom d'une personne importante, donc peut-être une célébrité ou ce genre de choses, voilà. Et puis souvent, on ne se fatigue pas beaucoup, on met password. Oui. Parce qu'on se dit que c'est tellement évident que personne ne va taper finalement... password. Alors que sur certains sites, à la base, c'est marqué password. Donc, la première chose que je vais peut-être faire, c'est de taper password et puis voir si ça passe déjà. C'est important d'en parler parce que, par exemple, quelqu'un veut pirater votre compte Facebook ou même votre email, qu'il vous connaît un tout petit peu, il va essayer de rentrer votre date de naissance, le nom de vos parents, le nom de vos enfants. Exactement. Et si vous avez un de ces mots de passe basiques, vous êtes foutu parce que tout de suite, on a accès à vos informations personnelles. Exactement. Ce sera tout, Edith? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'adore tes interventions. J'espère que les téléspectateurs également y trouvent leur compte. En tout cas, ce sont des informations importantes qui vous sont apportées. J'espère que vous allez en tenir compte dans votre vie quotidienne. Il est temps pour nous à présent d'ouvrir la seconde partie de notre émission avec un sujet très important. On en a parlé il y a quelques temps, mais insuffisamment selon les téléspectateurs qui ont demandé qu'on revienne là-dessus. On avait parlé donc des hommes dans le milieu de la coiffure, de leur allure efféminée, etc. On en parlera juste après avec Alain Tra et Alain Chapeau qui seront sur ce plateau. On regarde d'abord l'élément. Des femmes qui coiffent d'autres femmes, le tableau est plutôt habituel dans nos espaces de beauté. Par contre, ce qui était inhabituel il y a quelques années, c'était la présence des hommes dans cet univers. Aujourd'hui, dans le district d'Abidjan par exemple, sur environ 1650 salons de coiffure dames, près de la moitié est dirigée par des hommes. Comme j'ai vu que c'est un domaine, ça peut me rapporter plein de choses. C'est pourquoi je me suis jeté dedans. Je fais un peu de tout, que ce soit coupe de cheveux, tissage, les coiffures de mariage et les maquillages. Et puis les soins corporels aussi. Donc je fais un peu de tout. Faut pas que je mentir, c'est le seul métier que j'ai.
ça me nourrit. J'ai des employés, j'ai au moins 8 filles ici que j'emploie. Des hommes coiffeurs de dames, pour la plupart autodidactes en la matière. J'ai arrêté le cours au CM2. Je voulais dire à maman que je voulais faire la coiffure, ça me plaît, c'est comme ça m'a mis dedans. C'est d'abord ma petite soeur, ma maman l'envoyait chez la coiffeuse pour faire ses nattes toujours, donc c'est moi je l'accompagnais. Donc c'est comme ça, donc terminer les boucles, c'est rentré. On peut dire que c'est un don. Depuis tout petit, à l'âge de 10 ans déjà, il tressait, il faisait tout. L'art du beau de la tête aux pieds, savoir lire et écrire n'y a pas forcément sa place. L'astuce, accueil chaleureux, être créatif, de quoi satisfaire la clientèle. Un coiffeur d'âme est comme un confident pour sa cliente. Bon, les femmes, elles ne sont pas trop patientes. Pourtant, avec lui, la communication passe. Quand tu lui demandes quelque chose, il le fait. Chez les hommes, quand il dit ici, ça ne va pas, ils essaient d'arranger. C'est pour cela que j'aime me faire tresser chez les hommes. Qu'en pense du reste la gente féminine abidjanaise? En tout cas, certaines n'acceptent pas de voir leurs cheveux manipulés par des hommes. Ça me fait quelque chose qu'un homme me coiffe. Je ne suis pas à l'aise, je préfère qu'une femme me coiffe. Pour qu'une femme me coiffe, je suis plus à l'aise qu'une femme me coiffe. Je ne veux pas une femme me coiffer, elle ne m'entre me coiffer, non. Je préfère une femme. Jamais de la vie qu'un homme va me coiffer, les femmes sont là pour ça. Les hommes dans la coiffure et l'esthétique à Abidjan, ce n'est plus tellement une curiosité. Ce qui attire plutôt les regards, leur apparence souvent féminine, ce qui fait peser sur eux des soupçons d'homosexualité. Des rumeurs ou des préjugés qu'ils balaient toutefois du revers de la main. Moi, ma femme et mon enfant, voilà mon enfant ici. Il s'appelle Yannick Chiyon. Mon fils, mon premier-né. Moi, je ne suis jamais pédé. Nous, là, on n'est pas pédé. On n'est pas pédé. Nous, quand on se réveille, c'est notre travail qui est dans nos têtes. Je suis aujourd'hui marié. Je suis marié, père d'une fille. En clair, je ne suis pas gay. Comme on peut le constater, coiffure et esthétique riment aussi avec les hommes. Ils sont devenus des pions essentiels dans les soins de beauté des femmes. Reste à chaque femme de porter son choix sur un coiffeur ou plutôt une coiffeuse. Plus question d'avoir un métier exclusivement réservé à un seul sexe. Aujourd'hui, hommes et femmes se disputent toutes sortes de métiers. Voilà, merci à Laetitia Mangri donc, qui a réalisé ce reportage pour parler donc de ce sujet des hommes dans les métiers liés à l'esthétique, donc coiffure, esthétique, etc. Nous avons deux invités et pas n'importe lesquels. Sur ce plateau, nous avons M. Alain Tra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeur, maître formateur et également vous êtes à la... Le secrétaire général. Vous êtes le secrétaire général du SINAPCC, le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique. Merci d'être avec nous. De Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Alain Chapeau qui a installé. Il est coiffeur, maquilleur, visagiste et formateur. Bienvenue, messieurs. Merci donc d'être avec nous. Je l'ai dit la dernière fois, M. Alain Tra était sur ce plateau. On n'a pas eu assez de temps pour en parler. Les téléspectateurs nous l'ont reproché. Alors aujourd'hui, on va faire les choses bien. On sera avec vous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir sur la définition parce que vous êtes très carré sur la chose. La définition donc de votre métier. De la coiffure. De la coiffure. Et l'esthétique. Merci, Eva. Avant de donner la définition de la coiffure, permettez que je salue notre président national, M. William Abolé, qui est le président, n'est-ce pas, du SINAPCC, qui est élu il y a quand même un an déjà, mais déjà qui a fait beaucoup de bonnes choses pour l'avancement de la coiffure en Côte d'Ivoire. Donc je vais quand même le saluer, parce que c'est grâce à lui quand même que je suis sur ce plateau. Donc bonjour président. Alors, pour maintenant donner la définition de la coiffure et l'esthétique, je dis ici que la coiffure est toute opération liée à la coupe, à l'entretien et à l'embellissement des cheveux. Et l'esthétique, c'est toute opération liée à l'entretien et à l'embellissement des parties superficielles du corps humain. Très bien. Donc voici ainsi donné les deux explications on va parler de la coiffure et l'esthétique. Parce que notre sujet, c'est les hommes. Pas les femmes, les hommes qui sont de plus en plus actifs. On a de plus en plus d'hommes coiffeurs, esthéticiens, visagistes, etc. Et on rappelait même la dernière fois que les plus grands dans le métier sont des hommes. On ne va pas faire de publicité, on ne va pas citer de marque, mais en général, les grands créateurs donc, dans ce domaine-là sont des hommes. La Côte d'Ivoire
se met au pas. Les hommes sont de plus en plus attirés par ce métier. La coiffure. À votre avis, pourquoi? Moi, je dis que ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Moi, la coiffure, je suis parti après le bac. Je voulais faire la coiffure, je voulais faire l'école de la coiffure. Et mon père, n'ayant pas les moyens, m'a dit d'aller apprendre chez ma tante qui avait un salon de coiffure. Donc, c'est comme ça que je quittais Port-Bouilly, où mes parents habitaient, pour aller jusqu'à Yopougon pour apprendre la coiffure. Et moi, sincèrement, je me suis mis dans la coiffure parce que j'aimais le métier. Et je suis prêt à mourir pour la coiffure parce que je l'adore. J'aime voir la femme belle et très belle, voir tous les petits défauts que l'on ne voit pas. Et essayer de les corriger. Oui, de les corriger. C'est pour ça que je suis en même temps visagiste, parce que tous les coiffeurs ne sont pas visagistes. C'est les formations spéciales qu'on fait après. Voilà, c'est au fur et à mesure que tu commences à apprendre le métier, tu commences à connaître. Et moi, tout le temps, je suis sur le net en train de me cultiver dans le métier de la coiffure, comme le maquillage, tout ça. Parce qu'il y a de nouvelles techniques, ça avance. Il y a toujours de nouvelles techniques. Alors que je remarque que peut-être les coiffeurs, il y a beaucoup qui sont quand même un peu limités. D'accord, on va en parler, parce que la dernière fois, il en parlait également donc, du manque de formation. Il disait que ce n'était même pas des coiffeurs. Ce pas des coiffeurs, je l'ai dit. Effectivement, Eva, pour revenir un peu sur ce que Alain Chapeau disait, les hommes dans la coiffure, sûrement peut-être en Côte d'Ivoire, c'est un fait un peu nouveau dans cette dernière décennie. Sinon, déjà au Ghana, dans les années 70-80, on a vu même des coiffeurs hommes qui sont dans le volet féminin, qui même étaient en Côte d'Ivoire ici, vous vous rappelez un peu des Attrape-mon cœur qu'on sort, c'était les Ghanéens, n'est-ce pas, qui faisaient cela. Oui, ils faisaient, mais bon, les Ivoiriens, pour ne pas dire les pays francophones, n'avaient pas encore adopté cette culture-là. Et la beauté s'explique. La beauté, je vais dire que c'est tout ce qui attire, c'est du beau. Or, c'est l'homme qui détient ce secret. Ah oui. Logiquement. Alors, l'homme dans la coiffure, je crois que c'est la meilleure des choses. Parce que même les grandes inventions dans tout ce qui est appareil de coiffure, c'est les hommes qui nous ont inventés. Vous comprenez? Et puis, donc, à ce niveau-là, Alain, je finis. Donc, à ce niveau, je crois que les hommes dans la coiffure, c'est pas je vais dire que il ne faut pas que ça soit quelque chose qui surprenne les gens. D'accord, ça ne surprend plus, mais on l'a vu pendant le reportage, ça dérange, ça choque, on va dire pourquoi. Alors, Alain. Oui, moi, le métier de la coiffure pour les hommes, je me dis que l'homme, quand il est coiffeur, c'est plus attirant. Parce que l'homme connaît les défauts de la femme. D'accord. Et quand il voit immédiatement la femme, il sait ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, je me dis immédiatement, quand je vois une femme, il y a un problème. Souvent, quand je sors, il y a un petit problème, je parle à l'oreille pour dire, madame, ceci ne va pas. On aurait pu penser que les femmes auraient été plus critiques. Non, mais il y a la manière de faire aussi. L'homme a la manière de faire. Et pour parler justement, il y a une dame dans le reportage qui disait qu'elle trouvait les hommes plus à l'écoute, plus sensibles. Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, l'homme est enclin à corriger, alors que la femme, la coiffeuse, peut prendre ombrage des critiques qu'on va lui faire. Et puis la coiffeuse, souvent, elle ne peut pas accepter. Parce qu'on voit aussi beaucoup dans les salons de coiffure. Moi, souvent, quand je ne suis pas dans le salon de coiffure, il y a ma coiffeuse qui est là. Souvent, elle n'arrive pas à conseiller, à satisfaire la cliente. La cliente veut forcément me voir. C'est la manière de faire. Et souvent, on est obligé de rentrer dans la peau de la femme pour pouvoir attirer la femme vers... Voilà, le mot est lâché. Voilà. Donc, c'est ça la problématique du jour, en fait. C'est pourquoi est-ce que les hommes dans la coiffure, dans ces métiers liés à l'esthétique, pourquoi les hommes sont-ils aussi efféminés? Est-ce à force de fréquenter les femmes, à force de se frotter aux femmes, ou c'est parce que, justement, on est efféminé qu'on se dirige vers cette voie-là? Enfin, en même temps, ils ne sont pas tous efféminés. Vous effectivement. Vous ne l'êtes pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, qui commence alors? Alain, d'accord. Donc, on en avait parlé la dernière fois, Eva. Et moi, je dis que soit la personne vient à la coiffure déjà efféminée, soit c'est le fait d'être toujours en contact avec les femmes qui amène ce dernier à changer un peu d'attitude. Mais je dis aussi que le contact avec les femmes tous les jours ne peut pas influencer la nature d'homme que cet homme-là a en lui. Et donc, je ne veux pas trouver ça comme, comme des arguments pour dire qu'effectivement, parce que bon, la femme, il faut être attentionné, il faut être doux, il faut te mettre dans sa peau, et vers la fin, la femme prend ta place, tu deviens maintenant la femme. Non, il ne s'agit pas de ça. Comment satisfaire la cliente? La cliente. D'accord. Il s'agit de ton métier.
mais pas de l'allure que toi tu auras dans le métier pour pouvoir, n'est-ce pas, donner bonne impression, non. C'est en fonction de ce que tu fais qu'on te juge. Voilà, qu'on te juge. Alors, pas ce que tu Alain, les deux sont des Alain, Alain Tra, Alain Chapeau. Alain Chapeau, ton avis sur la question? Moi, avec mes clientes, il faut que je sois doux. Première question, est-ce que toi tu te définis comme efféminé? Moi, quand j'étais encore petit, je voyais ça un peu. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'améliorer parce qu'il y a des clientes qui ont eu le courage de me dire que quel que soit ce que tu veux devenir, tu es un homme. Et moi, personnellement, je suis dur de caractère. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Ça n'a rien à voir avec mon côté efféminé. Et au fur et à mesure, je commence à prendre de l'âge, donc je me dis que ça ne sert à rien d'être resté. Voilà. Vous avez déjà cette allure efféminée avant? Oui, quand j'étais très petit. D'accord, voilà, avant donc de vous... De me lancer dans le métier de la coiffure. Et moi, je ne suis pas rentré dans le métier de la coiffure pour quoi que ce soit. Je suis rentré dans le métier de la coiffure parce que j'aimais le métier. Et aujourd'hui, peut-être tout ce qu'on dit de moi, que peut-être je sais un peu truc, mais je connais mon travail. Et les clientes, elles viennent à cause de mon travail. Elles ne viennent pas pour voir comment je me comporte, tout, mais j'ai toujours satisfait mes clientes parce que je sais où je vais. Alors, est-ce que vous pensez que vos clientes sont plus à l'aise avec vous à cause de votre côté efféminé parce que, je ne dirais pas qu'on vous considère comme une copine, mais est-ce qu'elles se sentent plus comprises quand vous avez des attitudes efféminées? Oui. Ça se passe bien parce que souvent la cliente qui vient au salon de coiffure, elle est stressée et elle veut déstresser. Et aujourd'hui, peut-être elle se dit que tous les hommes sont efféminés dans la coiffure alors que tout le monde n'est pas efféminé. Ça, je suis désolé. Tout le monde n'est pas efféminé. C'est la manière que je fais. Ah, quand elle veut, je dis, ah, tu es belle, comment tu vas? On dit quoi là? Tu n'as pas vu ton vernis? Tu vois, les petits trucs comme ça, les petites manières, les femmes aiment ça. Et surtout quand c'est un homme, elles se disent qu'ils prêtent plus attention à moi que chez la coiffeuse. Ce n'est pas le cas. Quand on vient, on se coiffe. Et dans les salons de coiffure, on a l'impression que quand on vient, c'est les sacs à main, on regarde, tout ça. Moi, je ne gère pas ça. C'est des endroits d'affairage en général. Très affairés. Et souvent, quand elles viennent dans les salons de coiffure, on les déstresse. Et qu'elles reviennent, elles nous emmènent la clientèle. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir vraiment beaucoup de clientes aujourd'hui. C'est l'accueil, la manière de me comporter envers la cliente, tout et tout. Quand elle n'en a pas, il y a une manière de faire. Tantôt, tu me dois, là, c'est rentré. Tu vois, des petits trucs comme ça, elles adorent. D'accord. Alors, Alain Tra, toi qui n'es pas efféminé, est-ce que l'accueil change en fonction donc, de la nature du coiffeur? Merci Eva. C'est pour ça que la dernière fois je disais que c'est le manque de formation. Le manque de formation. Parce que, comprenez-vous, pour apprendre à accueillir une cliente dans le salon, on n'a pas besoin d'avoir des gestuels de femmes. D'accord. Et ça, pour ça, je suis désolé. Parce qu'à la formation, ce qu'on demande, n'est-ce pas, au coiffeur, c'est le respect et la politesse. On peut être poli sans toutefois être efféminé. On peut bien parler à une cliente. On peut régler son problème sans toutefois être efféminé. Alors, c'est vrai, il a dit, tous les coiffeurs hommes ne sont pas efféminés parce que, oui, ces personnes-là ont appris le métier et ils sont allés à la formation. Tout à fait. Parce que quand on a l'élément, vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on détecte. Il y a d'abord l'hygiène même. Oui, l'hygiène. L'hygiène du salon. L'hygiène, d'abord je laisse des locaux. D'accord. L'hygiène même de la personne qui, n'est-ce pas, donne cette beauté-là. Il y a son hygiène corporelle et son hygiène vestimentaire. Et je reviens maintenant sur l'hygiène même des locaux. Mais écoutez, si vraiment à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, des gens veulent être beaux et belles, qu'ils aillent dans des salons où les gens sont professionnels. Pour revenir déjà sur l'hygiène corporelle, on va dire, une coiffure peut durer 2 heures, 3 heures de temps. C'est vrai que pour nos autres clientes, ce n'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de ta tête pendant 3 heures de temps et qui ne sent pas très bon. Donc, je viens, Eva, je vais d'abord insister là-dessus, sur, n'est-ce pas, l'hygiène corporelle. Nous avons un décret, en tant que syndicaliste, nous avons un décret, le décret 92-593 du 30 septembre, n'est-ce pas, 1992, qui détermine les conditions d'hygiène sanitaire dans les locaux destinés à la coiffure et à l'esthétique. Donc, à l'article 5, on nous parle déjà aussi de celui qui veut exercer ce métier de la coiffure doit avoir ne serait-ce qu'un document, une qualification, donc un diplôme. Mais dites-moi, l'élément qu'elle a là, qui, parmi ces personnes-là,
peut lever le petit doigt pour dire oui, j'ai suivi une formation. Mais vous parlez même encore de locaux. Alors là, l'élément a été réalisé, ça c'est dans un salon de coiffure au marché de Marcory. Et bien souvent, les coiffures ne se font même pas dans un salon de coiffure, c'est à l'air libre. Voilà, à l'air libre, on passe, on dit oui, ma chérie, tu veux te dresser, tu veux te tisser, et puis tu t'assois sur voilà, on vient de voir là par exemple, sur un tabouret, et puis on se fait tisser. Voilà, je veux parler en même temps à ces coiffeurs, ces soi-disant coiffeurs, et également aussi parler à la population. Lui, vous comprenez? Parler à la population. Parce que ça, voir ça comme ça, sincèrement, ça dépeint l'image. Mais en même temps, c'est une question de moyens, parce que j'imagine que dans ces endroits-là, ce n'est pas les mêmes prix que dans un salon où tu es climatisé, où tu es à l'aise. C'est pas le même prix. Nous, on a commencé tout petit. Est-ce qu'une cliente... J'ai commencé dans un petit salon. Alain, je viens. Un petit salon devant la maison de mes parents. J'ai bien aménagé. D'accord. Alain, et aujourd'hui, au fur et à mesure, parce que je veux atteindre un but dans le métier de la coiffure. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que le salon n'a pas besoin d'être grand pour être propre. Voilà, c'est ça, c'est clair. Dans le décret dont nous parlons, un salon doit être aéré. D'accord. Propre et accueillant. Vous comprenez? Mais attends, Eva, tu peux aller dans un salon où même les aiguilles sont plantées par-ci, par-là. Quand on parle de VIH-Sida qu'on sort, après ça vous dit que non, je suis malade et c'est un coiffeur qui m'a donné cette maladie. Ce n'est pas un coiffeur, parce que tu n'es pas allé chez un coiffeur. Il n'y a même pas de stéréotypes. Tu es allé chez quelqu'un qui se débrouille. Il y a plein de choses qui ont parlé de compte, les conditions d'hygiène d'abord. Donc parlons de l'hygiène corporelle toujours et vestimentaire, mais un coiffeur, on parle de beauté. Mais tout transpirant, bon, des piercings par-ci, par-là. Et puis vous-même, les clients, pas de vous asseoir. Mais attends, diantre, vous recherchez quoi là-bas? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, mais souvent, il y a la dextérité aussi du coiffeur dans un petit, comme on dit en griffe, dans un petit glo-glo, mais le coiffeur, il te tisse, tu es contente. Donc, tu attrapes ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Tu es contente, certes. Mais il y a un moment. La vérité, je suis d'accord. Chercher à avoir un petit magasin tout propre pour avoir une certaine classe de clientèle. Moi, je viens sur la formation toujours. Tout le monde et puis de dire que tu es coiffeur. Je viens toujours sur la formation. Eva, tu es animatrice. Mais tu es allée à l'école de communication. Tu as eu un diplôme. Sinon, tu ne serais pas assise ici. Ce n'est pas parce qu'on est éloquent qu'on est animateur. Non. Mais il y a des méthodologies. Il y a des règles de l'art. Bon, vous allez chez un coiffeur, soit un coiffeur, parce qu'il vous tisse bien. Mais ça, c'est le volet praticien. Mais est-ce qu'il a la connaissance en termes de sciences capillaires? Est-ce qu'il a la connaissance en termes de chimie? Est-ce qu'il a la connaissance même en termes des produits qu'il utilise? Même les mèches. Il y a des formations. Même la façon de tisser, il y a des formations. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, ils ont intérêt. Heureusement qu'on a un syndicat aujourd'hui. Il faut venir à la formation pour avoir la formation, ne serait-ce que requise, pour encore mieux, n'est-ce pas, être répondant dans ce que vous faites. Si vous aimez le métier de la coiffure, allez-y à la formation. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. On est d'accord. Donc, d'abord, il faut que ces personnes déjà commencent à être propres. D'accord. De façon corporelle. Parce que aussi, les femmes, elles ont vraiment des senteurs. Elles sentent facilement. Oh là là. Donc, pour un coiffeur, non, je vais dire qu'elles sentent facilement. Ça veut dire quoi? Si moi je suis auprès d'Eva et que je prends un parfum automatiquement, et Eva le sait. Sinon, je n'ai pas dit que les femmes sentent. Mais voilà, elles ont une senteur. Voilà. Elles ont un odorat plus développé que les senteurs, voilà, qui sont encore plus avancées. Donc, se mettre 3 heures du temps sur une dame, entendre la tisser, sous peut-être que tu sais bien tisser. Pourtant, les odeurs qui... Oh là là là-bas, elle est là parce que bon, elle ne sait pas. Mais aussi, il faut aussi éduquer, n'est-ce pas, les clientes. Parce qu'elles ne savent pas. Imaginez-vous un instant, vous allez faire comment on appelle ça? Vous allez faire un tissage. Et vous avez des cheveux ternes. Vous avez des cheveux fourchus. Cassants. Parce que stressé, parce que n'ayant pas la bonne nourriture, la sous-nutrition. Mais ce coiffeur-là, s'il est coiffeur, il doit déjà faire un diagnostic de vos cheveux. Il peut vous conseiller un traitement. Tout à fait. La coiffure, c'est les traitements qui font la beauté le coiffeur. D'accord. Alors, Alain, donc, faire un tissage n'est pas synonyme de coiffeur. Très bien. Alain, on va revenir là-dessus. Les tisseurs, oui, voilà. Moi, c'est pas des coiffeurs. Alain Chapeau, il y a un point qui a été évoqué dans le reportage, je pense que toi tu n'es pas trop concerné, mais il y a des femmes qui ont dit non, les hommes efféminés, un garçon ne touche pas à ma tête, machin, tout ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des clientes récalcitrantes qui ne veulent même pas que... Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça va dépendre de la manière où la personne a l'habitude de voir les personnes, les coiffeurs en train de coiffer, de la manière qu'ils se tiennent. C'est de ça Alain parle.
Parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas accepter. Elle sait pourquoi elle dit qu'elle ne peut pas accepter. Elle a entendu peut-être beaucoup de choses et puis elle a vu, elle a constaté. Donc ça fait qu'elle ne peut pas accepter qu'un homme touche sa tête. On en a parlé la dernière fois, on a parlé des raisons, par exemple, déjà religieuses. Dans certaines religions, un homme autre que ton mari n'a pas le droit de te toucher les oreilles ou la tête, etc. Mais il y a également notre point qu'on avait abordé, les hommes-là qui sont efféminés, qui sont coiffeurs, on les taxe très souvent d'être des homosexuels. Et ça pose de véritables problèmes à des clientes qui ne veulent pas que quelqu'un dit ou quelqu'un qui est homosexuel les approche. Il y a également ces problèmes-là. Il y a aussi un volet que tu n'as pas souligné, Eva, tu as oublié. Il y a le côté qu'il y a des dames qui sont très sensibles. Oui, ça, il faut aussi le matin. Là, il revient là-dessus. Oui, alors, je reviens dessus parce que aussi, j'en suis victime. D'accord. Voilà. Parce qu'un coiffeur qui est professionnel travaille avec beaucoup de finesse et de modestie. Donc, il y a des parties quand même du corps de la femme que vraiment, excusez-moi, d'autres femmes n'osent même pas qu'un petit doigt passe et repasse sur le côté. Se voit derrière les oreilles. D'accord. Les femmes qui n'aiment pas ça. D'accord. Vous comprenez? Donc, du coup, elle préfère qu'une dame réalise soit sa coupe ou son shampoing. D'accord. Carrément, il y a d'autres femmes, elles se mettent à dormir carrément quand on fait un shampoing. Oui. Ou elles se mettent à faire... c'est comme ça, c'est ce truc. Vous comprenez? D'accord. Très bien. Alors, pour finir, on va parler donc de solutions à apporter au problème de ce que vous appelez les tisseurs, qui ne sont pas des coiffeurs, qui n'ont pas de formation et à qui on donne aisément nos têtes. Alors, on démarre avec Alintra. Ok, ce que je peux dire pour un bon coiffeur, et cela est valable aussi pour nos clients. Parce qu'un coiffeur mal formé est un danger pour la population. Alors, pour que vous soyez en bonne santé, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, allez-y dans des salons vraiment où il y a non seulement d'hygiène et où vous sentez que ces personnes-là sont professionnelles. Il s'agit de quoi? Un bon coiffeur qui reçoit une cliente dans son salon doit être en mesure d'abord de faire un diagnostic des cheveux de cette cliente. Parce que la coiffure et l'esthétique sont des corps paramédicaux. D'accord. Et donc, le coiffeur, par ricochet, est un médecin. C'est un médecin du cheveu. C'est un médecin. C'est un médecin. Donc, du coup, déjà, il y a des connaissances qu'il faut d'abord avoir. D'accord, donc ça revient sur le problème de la formation. De la formation, et j'insiste. D'accord, alors, donc, Alain, la formation on n'a plus assez est la de temps. chose On va permettre à Alain Chapeau de faire donner son point de vue et sa conclusion. Pour éviter d'être tisseur, c'est mieux de se faire former. Parce que nous aussi, on a appris au fur et à mesure pour devenir coiffeur. Donc, je demande beaucoup de formation parce que nous, on forme gratuitement les coiffeurs. Donc, on leur demande de s'inscrire.